Donc, on va commencer par regarder l'équation de transport et comme je l'ai dit, plutôt dans des cas simples. On va se placer dans un cas doublement simple ici. D'abord, la situation de la dimension 1 d'espace et puis celle où la vitesse est constante. Donc, l'équation de transport, je vous rappelle que c'est l'équation qui est donnée ici. D rond TU plus une certaine vitesse dépendant a priori de x scalaire, gradient de u de dx égale 0, où le gradient est pris par rapport à x. Si on se place en dimension 1 d'espace, donc sur un ouvert connexe borné de R, il n'y a pas trop de choix, c'est forcément un intervalle de la forme AB. Je suppose de plus que la vitesse est constante, donc V de x égale V pour tout x appartenant à oméga, cette constante étant strictement positive. Et donc on arrive en dimension 1 à d rond tu de tx plus, alors le produit scalaire en dimension 1 d'espace, c'est simplement la multiplication. V est constante, donc V fois, et la dérivée, le gradient ici de U, c'est simplement la dérivée de U par rapport à la variable x, la dérivée partielle de U par rapport à sa deuxième variable, donc d rond x U de Tx. Et on va commencer par démontrer que on va faire ce qu'on appelle de l'adimensionnement. Qu'est-ce que ça veut dire l'adimensionnement? C'est une idée qui est valable pour les EDO comme sur les EDP. Le principe, c'est d'essayer de réduire le nombre de paramètres au minimum syndical. Il n'y a pas de. Les syndicats et patronats ne se sont pas mis d'accord sur une valeur bien précise, mais voilà, on veut avoir le moins de paramètres possible. Et se ramener à, donc ça c'est. Il faut que j'explique un petit peu ce qu'on entend par montrer qu'on peut se ramener à. Si vous voyez ça dans une question, ça veut dire que vous devez proposer un changement de variable simple permettant de passer de la situation où cette équation, où l'équation de transport est posée sur AB à la situation où l'équation de transport est posée sur 0. Alors ici, c'est quoi le changement de variable qui va bien? C'est le changement de variable que vous avez sans doute déjà vu. Comment passer de manière simple de AB à 0,1 simplement en faisant un changement de variable affine en fait. Donc ici, je vais poser pour x appartenant en t strictement positif, x appartenant au 0,1. Donc ici, on est vraiment en train de faire on suppose qu'on a trouvé une solution à cette équation, et on dit que si on a trouvé une solution à cette équation, en fait c'est pareil que d'avoir trouvé la solution à une équation de transport sur 0,1, quitte à, et pour laquelle a égale 0 et b égale 1, donc via sur mon variable, je pose u de tx, pardon, utile de tx égale eh bien, u de t, alors b moins a, alors a plus b moins a x. Donc ici, vous vérifiez qu'effectivement, si x vaut 0, le truc à droite là vaut a, et si x vaut 1, ici vous avez a plus b moins a qui fait b. Ok, donc ça a un sens de parler de cette quantité là, parce que quand x parcourt 0, 1, a plus b moins a x parcourt ab. Et regardons quelle est l'équation satisfaite par u tilde, sachant que u, elle, satisfait cette équation là. Donc je calcule la dérivée par rapport au temps. La dérivée partielle de u tilde par rapport au temps, bon ça c'est pas très difficile, c'est simplement la dérivée de u par rapport au temps prise en a plus b moins a x. Et puis je vais maintenant calculer la dérivée partielle par rapport à x de u tilde. Ça c'est donné par. Donc quand je dérive de manière partielle par rapport à x, il n'y a aucune dépendance par rapport à x dans la première composante de u ici. Par contre, ici, il y a une dépendance et ça va vous faire le u' fois fu' fois f de u, c'est-à-dire ici b moins a, d rond x, pardon, u de t a plus b moins a x. Okay. Maintenant, je vais bien sûr utiliser le fait que u, elle, est censée satisfaire l'équation ici. Donc du coup, vous voyez que si j'ajoute d rond tu plus v d rond xu, je suis censé tomber sur 0. Donc ici, le bon calcul à faire, c'est si je fais d rond t utile de tx plus, on va voir ce qu'il faut mettre, d rond x utile de tx. Ici, j'aimerais tomber sur 0. Donc si je fais ce calcul, je vais avoir d rond tu plus
quelque chose fois b moins a, et vous voyez que ici, il faut que je mette v sur b moins a. On peut vérifier que pour tout x appartenant à 0,1, pour tout t strictement positif, si je fais ce calcul, je vais peut-être l'écrire, du coup, utilisant ces deux égalités-là, j'obtiens d rond tu de tx plus v sur b moins a fois b moins a, d rond x utile de tx. Les b moins a simplifient, et comme u, pardon, il n'y a pas d'utile, elle est là non plus, comme u satisfait l'équation de transport, bah ça vaut 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, si j'écris l'équation satisfaite par u tilde, elle est donnée par d rond t u de tx plus v sur b moins a d rond x de u tilde de tx égale 0. T strictement positif, x appartenant à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, je suis parti d'une équation de transport posée sur AB, et j'ai une nouvelle équation de transport posée sur 0,1, et sa vitesse, c'est pas v, c'est v sur b moins a. Et donc vous voyez, quitte à poser v tilde égale ce truc-là, finalement, je me suis ramené à une équation de transport, c'est juste que le v change. Et donc ça veut dire quoi? Autrement dit, ça veut dire que on peut faire les calculs avec a égale 0, b égale 1, et modulo un changement de variable très simple, c'est-à-dire celui qui est ici, remonter à la solution pour l'équation avec a et b qui ne sont pas égaux à 1. Et bien sûr, le prix à payer pour faire ce changement de variable, c'est que la vitesse de l'équation de transport de départ v, elle est reliée à l'équation de la vitesse de l'équation de transport posée sur 0,1 via v tilde égale v sur b moins 1. Donc, le kit à se ramener, ça consiste à dire, bon bah très bien, en fait je vais considérer cette équation de transport là, posée sur 0,1 dans la suite. Et puis je vais, pour pas m'embêter dans les notations, je vais oublier les tildes. Je ne vais pas mettre de tildes, je vais prendre à nouveau la notation U et la notation V pour l'équation de transport. On considère. Donc d rond TU de TX plus V d rond X U de TX égale 0. Et ici, T strictement positif, X appartenant à 0. On va considérer cette équation de transport là. Donc vous verrez dans le poly qu'il y a un exercice où on vous demande, tiens en fait, est-ce qu'on ne peut pas même aller plus loin et se ramener à la situation où on prend v égale 1. Donc en fait on peut faire comme si la vitesse était égale à 1, là à nouveau via un changement de variable simple. On vous suggère de faire un changement de variable d'échelle de temps. Vous voyez qu'ici pour passer de a, b à 0, 1 pour l'intervalle, on a fait un changement d'échelle d'espace. Ce qui est sous-jacent ici, c'est ce qu'on a posé ici, en fait, c'est comme si on avait fait y égale a plus, je dois plutôt l'écrire comme ça, x égale a plus b moins a égale. C'est ça le changement de variable qui est sous-jacent. Ça, c'est un changement de variable qui m'envoie 0,1 sur AB. Et donc, pour faire comme si v est égal à 1, l'idée c'est de se ramener à, de faire un changement d'échelle de temps. Donc ici, poser un utile de tx qui est égal à u fois u de une constante fois t, constante bien choisie, virgule x. Okay. Alors, donc, quelle est l'équation précisément qu'on va considérer? Comme on l'a vu, pour une EDP, il faut une équation, ça c'est une chose. Donc on considère le problème de Cauchy. Et le problème de Cauchy, c'est quoi? Eh bien, c'est l'adjonction A, l'équation de transport, j'en écris juste l'équation de transport, il faut y adjoindre une condition initiale. Alors, je sais pas quel ordre je mets. D'abord, les conditions bord. Je vais mettre la condition initiale. On a une certaine fonction U0 prescrite qui est la condition initiale. Donc ça c'est pour x
0,1. Et il faut des conditions au bord. On a parlé de conditions de Dirichlet, conditions de Neumann. Ici, donc pour l'équation de transport, imaginons qu'on veut regarder par exemple un fluide, plutôt un polluant qui se déplace au sein d'un fluide présent dans un fluide qui se déplace à vitesse v. Vous vous rappelez, imaginons que U0 ce soit ça. Donc on est sur 0,1. Voilà, disons voilà U0. Et puis on espère pouvoir justifier qu'effectivement au cours du temps, ça c'est U0 de x, mais si je calcule U de tx par exemple pour t égale 1, je vais avoir quelque chose qui ressemble à, disons, à ça. Donc quelque chose de translaté. Bien sûr, moi je me place que sur 0,1, donc je ne regarde pas ce qui se passe à droite de 1. Et vous voyez que pour que le problème soit bien posé, il faut que j'explique. Là j'ai tracé comme si au temps t égale 1, je savais que la fonction était nulle ici, mais j'ai aucune information en fait qui me permet de le dire. En fait, ici je ne sais pas. Donc du coup, tac. Sur cet intervalle-là, en fait, je ne sais pas ce que doit valoir la fonction. Si je ne prescris pas la concentration, donc encore une fois, pensez à la concentration d'un polluant dans un fluide, si je ne sais pas quelle est la concentration qui arrive par la gauche, j'ai aucun moyen de savoir ce que va valoir la solution au temps t égale 1 sur cet intervalle d'espace. Donc il faut que je spécifie ce qui se passe en 0 au cours du temps. Donc il me faut une condition au bord, à gauche, de Dirichlet. C'est-à-dire qu'il faut que je spécifie ce que vaut U en 0. Alors pour simplifier, nous on va supposer, imaginer que il n'y a rien, il n'y a pas de polluant dans le fluide à gauche. Autrement dit, ça consiste à prendre une condition de Dirichlet nulle au bord. Donc on va prendre la condition U de T0 égale 0. Et ici, c'est pour tout temps strictement positif. Okay, donc voilà le problème de Cauchy qu'on cherche à résoudre. Dire juste je veux chercher à résoudre une équation de dérivée partielle, il n'y aura certainement pas une unité de la solution, c'est comme résoudre une équation différentielle. Si vous résolvez y' égale y, vous allez trouver une infinité de solutions. Adjoindre à ça une condition initiale et des conditions au bord, c'est avoir l'espoir de trouver peut-être une unique solution. Et nous, on va se concentrer plutôt sur en trouver une, sans forcément discuter de l'unicité. Et donc c'est l'objet de la séquence qui va suivre. On va voir une formule en fait très simple pour la solution de l'équation de transport pour tout temps et pour tout point d'espace. Donc la solution de ce problème. Venons-en à une solution explicite et très simple de l'équation de transport. Je le répète, les solutions explicites en EDP, encore moins qu'en EDO, c'est plutôt une rareté. Mais nous, on va avoir certaines situations où on peut avoir une solution plus ou moins explicite. Dans le cas de l'équation de transport, elle va être vraiment très explicite. Pour l'équation de la diffusion, on va voir que ce sera une solution sous forme de série. Ok, donc ici, je vous rappelle qu'on cherche à résoudre ça. Alors, on a vu la dernière fois, dans la séquence précédente, que quand on cherche des solutions à ces équations, on cherche des solutions fortes. Alors, c'est un terme que vous n'avez pas besoin de retenir, vous verrez vraiment, comme je l'ai évoqué à un autre moment, la distinction avec les solutions faibles. Mais forte, ça veut dire quoi? On cherche des solutions au sens habituel. Si j'ai une dérivée partielle par rapport à t, il faut que la fonction soit au moins de classe, disons, on va lui demander d'être de classe au moins C1 par rapport à la variable t. Et de même, il va falloir qu'elle soit la C1 par rapport à la variable x. Donc on cherche, quand on dit trouver une solution, c'est trouver U, comme je l'ai déjà dit, C1 par rapport à la variable t strictement positive, et C1 par rapport à la variable x appartenant à 0,1. Ok, donc très important. On a juste besoin, on ne demande pas que la fonction soit C1 de t et x, on demande qu'elle soit C1 de manière partielle par rapport à t strictement positif. Donc pour tout x fixé, la fonction qui a t donne de tx doit être de classe C1 pour t sur R plus étoile. Et pour tout x appartenant, pour tout t appartenant à pour tout t strictement positif, il faut que la fonction qui a x associe u de tx soit de classe C1 sur l'intervalle 0,1. Donc ça, je l'ai déjà écrit. Ça signifie pour tout x appartenant à 0,1, t donne u de tx et dans C1 vers plus étoile. Et puis de la même manière, vous remplacez ici par t strictement positif. La fonction qui a x associée de tx doit être dans C1 de 0,1.
c'est ça qu'on va appeler avoir trouvé une solution. Donc, vous voyez, il y a quand même il y a une question de calcul, et si on propose une solution, il faut vérifier qu'elle satisfait ces équations, mais celle-là, il n'y a pas trop besoin de calculer les dérivés. Avant de calculer ça, il faut s'assurer qu'on a bien une fonction qui est suffisamment régulière pour faire ces calculs. Okay, et donc, le théorème, c'est le suivant. Il vous dit, supposons que, sans trop de surprise, si on veut que la fonction soit C1, il faudrait sans doute supposer que U0 est elle-même C1. Donc ça, c'est pas trop surprenant. On demande à la condition initiale d'être de classe C1 sur 0. Pourquoi pas? Et on lui demande autre chose, on lui demande à U0 de s'annuler en 0 et que sa dérivée en 0 s'annule aussi. Ça, c'est un peu bizarre. Et on va voir que, en fait, on va pas voir malheureusement, il faut que vous fassiez des solutions faibles pour voir que cette condition-là, en fait, elle n'est pas du tout nécessaire. Alors, sous ces hypothèses, la fonction U qui a Tx, alors qu'est-ce qui se passe? Cette fonction, elle vaut 0 si x est plus petit que v fois t, et elle vaut U0 de x moins vt si x est plus grand que v fois t. Okay, c'est solution de cette équation, donc de ces trois équations. Et ça veut dire quoi? Bonjour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc initialement vous avez U0. Peut-être un peu de place. Initialement vous avez U0. Alors U0, on a dit s'annule en 0, sa dérivée s'annule aussi. Donc U0, sa tête, ça doit être quelque chose comme ça. Puis on ne sait pas trop ce qui se passe en. Ça c'est là, disons, la concentration initiale dans le fluide entre 0 et 1. Puis le fluide se déplace, et disons, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui se passe? Ça me dit que pour un certain temps strictement positif, ici j'ai v fois t, la solution, elle ressemble à quoi? Elle ressemble, ici j'ai 0, hein, pour x plus petit que vt j'ai 0, et puis ensuite après j'ai u0, exactement, avec une translation de v fois t. C'est la même chose, hein. V fois t c'est pour t fixé, v fois t c'est un graphe scalaire, donc je suis en train de regarder u0 de x moins, je sais pas, 33, donc c'est la translatée de u0 par 33, par v fois t. Donc c'est simplement la translatée. Encore une fois, moi je me place, de toute façon, je me place sur 0,1, donc la solution c'est ça. Okay, donc c'est assez naturel comme solution, on voit que c'est vraiment le transport de la condition initiale à la vitesse v, hein. Je vous rappelle que v étant strictement positif, le déplacement se fait vers la droite. Et vous voyez que comme on a une condition de Dirichlet au bord, sans surprise, ce qui se passe à gauche, hein, autrement dit, vous imaginez qu'il n'y a pas de polluant à gauche, donc du coup ce qui arrive par la gauche c'est 0, et donc du coup vous avez simplement le déplacement de U0, et puis ça se complète par ce qui vaut 0 ici. Ok, donc allons-y, on va vérifier que ces trucs-là c'est bien solution de l'équation. Donc preuve. Alors, il y a plusieurs choses à vérifier. On va commencer par ce qui est le plus simple, à savoir, on va vérifier la condition au bord et la condition initiale. Alors, condition au bord, disons. Condition au bord, ça consiste à faire U de t, à calculer. Tout est strictement positif, je dois calculer U de t, U de t0. Ok, donc là, très clairement, U de t0, ça vaut toujours 0. Donc la condition au bord est très clairement vérifiée. Il n'y a pas de problème. La condition de Dirichlet nul au bord à gauche est vérifiée. C'est-à-dire la condition est vérifiée. Maintenant, regardons ce qu'il en est de la condition initiale. Là aussi, ça va être très dur. Pour tout x appartenant à 0, 1, il nous faut calculer U de 0x. Alors si t vaut 0, cette condition-là n'est jamais vérifiée, et donc on est tout de suite dans ces conditions-là. U de 0 de x, ça vaut U0 de x moins v fois 0, c'est-à-dire U0 de x. Et donc c'est exactement
la condition initiale. La condition initiale est vérifiée. Ok, donc tout va bien de ce côté-là. Maintenant, on va vérifier que l'équation aux dérivées partielles elle-même est satisfaite. Et pour ça, comme on l'a vu, il va falloir parler des dérivées partielles et donc vérifier la régularité de la fonction. Ok, donc je vais faire ça ici. Donc avant de calculer les dérivées partielles, je vérifie que la fonction a la régularité suffisante. Donc je vais vérifier que la fonction est C1 en la variable t strictement positive et C1 en la variable x appartenant à 0. Donc soit t strictement positif. Alors je vais appeler t0, ça c'est fixé. Montrons que la fonction qui a x associe u de t0x est dans C1 de 0. Okay. Alors qu'est-ce qu'elle vaut cette fonction? T0 est fixé, il ne bouge plus. On est en train de regarder un certain temps et on est en train de regarder la fonction comme fonction de x. On est en train de regarder cette fonction-là. Donc cette fonction-là, elle vaut... je veux vraiment voir ça comme une fonction de x. Donc elle vaut, là il n'y a rien à écrire, c'est si x est plus petit que v t0. Donc v fois t0 c'est une brave constante. J'ai une fonction qui vaut 0 puis qui vaut quelque chose, à savoir u0 de x moins v t0 si x est plus grand que v fois t0. Donc vous voyez que j'ai une fonction qui est très clairement de classe C1 à gauche de v fois t0, c'est la fonction nulle, et à droite elle est aussi C1, puisque je supposais que u0 était de classe C1. Donc il me reste à vérifier quoi? Que le raccord se passe bien. Autrement dit que ici, là, pour que ce soit C1, il me faut à la fois que le raccord se passe bien au niveau des valeurs même de la fonction, c'est très clairement le cas, et ensuite il faut que ça se passe bien au niveau des dérivés. Donc je vais peut-être momentanément l'appeler phi t0, cette fonction. Alors, phi t0 est C1 sur, sur 0 vt0 union vt01. Ça c'est clair parce que u0 est classé 1. Et puis, si je calcule phi t0 au point de raccord où il faut vérifier que tout se passe bien, si je calcule ça en vt0, donc disons moins, si je calcule la limite à gauche de phi t0, c'est 0, et phi t0 de vt0 plus, donc la limite à droite de la fonction en vt0, c'est la limite quand t tend vers, quand x tend vers vt0 de u0 de x moins vt0. Bon, et donc ça, par continuité de la fonction u0, c'est simplement, je prends x égale vt0 ici, c'est donc u0 de vt0 moins vt0 qui fait u0 de 0 qui fait 0. Alors c'est pas une surprise, le fait qu'on ait supposé que la fonction, la condition initiale s'annule en 0, c'est ça qui assure que le raccord avec la condition de Dirichlet à gauche se passe bien, la condition de Dirichlet nulle se passe bien ici en vt. Bon, et de même, voilà pour le cas, pour la variable, pour le caractère C1. Donc là, je peux conclure que je vais écrire donc U est C1 en la variable x appartenant à 0,1. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour la variable si maintenant je change et je vais regarder si U est de classe C1 par rapport à la variable x. Pardon, par rapport à la variable t. Donc, cette fois, je fixe t, je fixe x décidément, x0 appartenant à 0,1. Et je considère la fonction qui a t associe phi, je vais l'appeler phi x0, qui vaut u de t x0. Et je veux montrer que cette fonction, elle est C1 sur R plus étoile. Ah pardon, j'ai clairement oublié un truc ici. Hein.
excusez-moi, là, avant de passer au cas C1 par rapport à la variable t, ici vous voyez que j'ai montré que le raccord se passait de manière continue en v fois t, mais je n'ai pas montré qu'il se passait de manière dérivable, de manière C1 même, en v fois t. Donc ici, il me faut aussi vérifier, première chose, ceci, et deuxième chose, de plus, maintenant je vais regarder les dérivés. Donc ça c'était pour, donc, ce que j'ai écrit ici, ça montre que phi t0 est continu sur l'intervalle 0,1. Et de plus, si je regarde les dérivés maintenant, en le point qui pose problème, donc voilà la limite à gauche de la dérivée de phi de t0, ça c'est 0, la fonction, c'est la fonction nulle, donc sa dérivée à gauche c'est 0, et phi de t0' de v de t0+, c'est la limite quand t tend vers v t0+. Donc je suis en train de dériver cette fonction-là, la fonction qui apparaît ici, par rapport à la variable x. Donc ça fait simplement u'0 de x moins vt0. Et ça fait rien d'autre que u'0 de vt0 moins vt0, c'est-à-dire u'0 égale 0. Donc là, j'utilise aussi que la dérivée de u0 en 0 est nulle pour que le raccord se fasse de manière C1. La tangente ici, elle est horizontale. Okay, bon. Maintenant, j'en viens donc au caractère C1, cette fois en la variable t. Donc il s'agit de montrer que la fonction qui a t associe u de tx0 et C1 sur R plus étoile. Ça ressemble beaucoup, sauf que maintenant il faut regarder un petit peu ce qui se passe. Ce qui m'intéresse, c'est la fonction. Donc ici, il se passe quoi? Pour cette fonction-là, vous voyez que cette fois, je me place à un temps t. Donc là, vous imaginez que il y a la rivière devant vous, et vous vous placez à un x fixé, x0 est fixé, et vous regardez au cours du temps quelle est la concentration de polluants que vous voyez devant vous. Vous vous placez en x, vous ne bougez plus, et vous regardez l'évolution au cours du temps de la concentration, je vais dire deux fois la même chose, en polluants. Et donc ça donne quoi ça? Donc quand t est petit, donc tant que t est plus petit que x sur v, ce que j'observe c'est ça. J'observe qu'il y a du polluant en fait. Et puis au bout d'un certain temps, il n'y en a plus parce que ça a été transféré vers la droite. Donc la fonction, elle vaut u0 de x0 moins vt si t est plus petit que, donc t est plus petit que x0 sur v. Et puis ensuite, ça vaut 0 si t est plus grand que x0 sur v. Ok. Bon, même chose, ça va beaucoup ressembler. Comment on vérifie que ce truc-là est de classe C1? Alors phi x0, cette fois, c'est de classe C1 sur 0, le point où ça achoppe, c'est x0 sur v. Et il suffit de regarder maintenant ce qui se passe en 0, en x0 sur v, à la fois au niveau de la fonction et au niveau de la dérivée. Alors au niveau de la fonction, en x0 sur v, c'est comme tout à l'heure, vous voyez qu'en x0 sur v, j'ai à droite 0 et à gauche, la limite quand t tend vers x0 sur v, ça fait v fois x0 sur v, donc ça fait u0 de 0 qui fait 0. Okay, donc je vais juste seulement faire la dérivée. Si je calcule la dérivée, je prétends que la fonction est clairement continue sur R plus étoile. Pour la dérivée, c'est juste un petit calcul. Si maintenant on regarde phi' de 0 en x0 sur v moins, alors donc il faut que je dérive cette fonction-là par rapport à la variable de temps. Donc attention ici, pensez au fait que vous avez un truc, par exemple, u de 0 de 1 moins 2 fois t. Donc vous dérivez, ça fait la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur par rapport au temps, fois u'0 de ce qu'il y a dedans. Vous faites du g' fois f' moins g. Donc ça vous fait quoi ça vous fait la dérivée de ce qui est là, c'est moins v fois u'0. Donc la limite en fait de u'0 quand t tend vers x0 sur v moins, c'est-à-dire exactement u'0 de 0. Et ça par hypothèse ça fait 0. Et puis la dérivée de cette fonction à gauche, bon là c'est le cas le plus simple, c'est simplement la fonction nulle. Donc ça fait 0. Donc le raccord se passe bien. Okay, je vous détaille un petit peu moins, c'est vraiment la même idée. Et du coup,
on arrive à la conclusion que finalement cette fonction-là, on a le droit de prendre ses dérivées partielles par rapport à x et à t respectivement, et donc on va du coup pouvoir vérifier qu'elle vérifie l'équation aux dérivées partielles. Donc allons-y pour le calcul. Le calcul, je vais garder ça en tête. C'est l'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez faire pause si vous n'avez pas eu le temps de noter. Je pense notamment à Alexandre. Ok, donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? Je veux vérifier que ça satisfait l'équation aux dérivées partielles. Donc je vais calculer pour t strictement positif x appartenant à 0,1. Je vais m'efforcer de montrer que la dérivée en temps de u plus v fois la dérivée en x de u vaut 0. Okay, donc je calcule démontée de u de tx. Ça vaut quoi? C'est un calcul qu'on vient plus ou moins de faire. Je dérive cette fonction-là par rapport à t, la dérivée partielle de ça par rapport à t. Donc ça vaut quoi? Ça vaut, si on est x est plus petit que v fois t, c'est simplement 0. Je suis en train de dériver la fonction. Et cette quantité-là, si je la dérive par rapport à t, attention, ça fait moins v u'0 de x moins v. Voilà. Maintenant, je calcule la dérivée en x de cette merveille. C'est pas beaucoup plus difficile. Quand x est plus petit que v fois t, ça fait 0. Et quand x est plus grand que v fois t, ça fait, alors là cette fois c'est encore plus simple, c'est simplement u'0. Voilà, c'est un calcul très simple. Et donc vous voyez que si vous calculez cette quantité-là plus v fois cette quantité-là, vous avez exactement la même chose. Ou dit de la même manière, cette quantité-là, c'est égal à exactement moins v fois cette quantité-là. Vérifiez, il y a juste la différence, c'est le moins v qu'il a. On a bien d rond t u de tx plus v d rond x u de tx égale 0. Voilà. Et ça clôt la preuve. Donc effectivement, cette fonction-là, c'est bien une solution. On peut démontrer que c'est l'unique en fait de l'équation de transport. Alors, il y a un exercice dans le poly que je vous conseille de faire, où on vous demande de trouver la solution en faisant des hypothèses adaptées à la situation où cette fois on met plus 0 à gauche, c'est-à-dire on suppose qu'il y a des polluants qui arrivent à droite. Hein, donc ici il y a une condition de Dirichlet au bord, un certain f de t. Pour tout temps, il y a une certaine concentration, on injecte si vous voulez du polluant par la gauche. Et donc là il faut un peu adapter la méthode, mais normalement vous devez pouvoir vous en sortir. Ok, donc ça va nous permettre de passer à l'équation de diffusion. Oui, alors une dernière remarque quand même avant de passer à l'équation de diffusion, c'est que, vous voyez, reprenons cette situation-là. Imaginons que maintenant je change de U0. C'est juste une petite remarque. Je change de U0 et je dis, bon, en fait, moi le U0 que j'ai, c'est pas une fonction qui vérifie cette condition un peu bizarre là. Voilà mon U0. Bon, quand on voit ce U0 là, on va dire, bon, ça change rien. Même si la condition de Dirichlet à gauche c'est 0, j'ai envie de dire que la solution de cette équation, si je pense uniquement à la physicienne, j'ai envie de dire que la solution, c'est ce truc là qui se déplace à la vitesse v. Okay, donc j'ai envie de dire que la solution au bout d'un certain temps t, c'est la fonction qui vaut 0. Et puis qui ensuite est la translatée du v que je me suis donné. Voilà, c'est une fonction, elle est discontinue. Alors le problème c'est que vous voyez que tel qu'on a écrit l'équation, ça n'a pas de sens de vérifier si cette fonction-là est la solution, parce qu'elle n'est même pas classée. Donc ça ne peut pas être une solution au sens habituel, pas au sens où on peut calculer dérivée au sens usuel. Mais en fait, on peut démontrer que c'est quand même une solution si on se donne des notions de solution dites faibles à l'équation. Et ça a révolutionné les EDP. C'est Laurent Schwartz qui a notamment développé ça avec la théorie des distributions. Et dans son autobiographie que j'ai lue, il explique qu'un des trucs qui lui a donné l'intuition qu'il fallait regarder des solutions plus simples, parce que maintenant le monde entier fonctionne, vous allez chez Airbus, ils font des avions, ils font des EDP, les EDP ils ont des solutions faibles, ils résolvent numériquement les EDP grâce à cette notion de solution faible, tout le monde utilise ça. Et donc Laurent Schwartz, c'était vraiment face à ça qu'il était. Il disait c'est quand même vraiment bizarre que
que je puisse pas dire que la solution de, de l'équation de transport, c'est ça, même si U0 ne satisfait pas cette règle-là. Voilà, moi j'ai envie de proposer cette solution indépendamment de ce que fait U0. Ok, et le fait est que oui, il a développé la théorie qui permet de bien donner un sens à pourquoi ces solutions à une équation. Du coup, il faut écrire, pas différemment, mais il faut expliquer ce qu'on entend par être solution de l'équation quand la fonction n'est pas forcément C1, pas forcément régulière. Je vais m'arrêter là et on va passer à l'équation de diffusion.